C'est très bien votre islamophobie. Maintenant, on va parler de choses sérieuses. On va parler foot. Voilà. On va parler foot avec Luis Martinez Andrade. Je suis pas dans mon élément, les gars. Je dis mal, non? Comment le dire en vrai? Vas-y, dis-moi. Alors, faut bien que tu parles de foot. Luis Martinez Andrade. Excellent. Excellent. C'est langue espagnole, la chanson. Voilà. C'est un peu de langue pour lire en français un nom espagnol. LV2, c'était ma LV2, ça va. Non, Très parfait. vite, Louis, tu es docteur en sociologie. Tu as écrit plusieurs ouvrages. Je vais les présenter plus longuement parce que tu es dans l'émission d'après. Donc, on fera une présentation plus longue après. Donc, tu es docteur en sociologie. Tu es né au Mexique et ça fait une vingtaine d'années maintenant que tu es en France. Alors, tu es docteur en sociologie, mais tu es aussi, nous, on te fréquente depuis des années. Parce que tu es aussi un militant des mouvements décoloniaux, notamment beaucoup en Belgique, à Bruxelles. Et tu as sorti, il n'y a pas très longtemps, ce livre, Illusion du ballon, football et théorie critique. Et en fait, dans ce livre, tu essayes de nous montrer l'aspect hautement politique du foot, pour différentes raisons. Tu analyses différents épisodes qu'il y a eu dans le foot, que ce soit à travers des figures mythiques du football, des événements, aussi les supporters. Ouais, on pourrait en parler de Ribéry. Franck Ribéry. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu rends intellectuel le football. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tu t'es mis un défi, c'est de voir des épisodes du foot et de les analyser à travers la théorie critique, notamment des figures comme Walter Benjamin. Est-ce que c'est à peu près ça? Est-ce que j'ai bien présenté le livre? C'est parfait, tu as bien lu, tu as bien décortiqué les contenus du livre. Parce qu'en fait, moi, quand j'ai écrit ce livre, d'abord, bonsoir. Ah oui, non, bien, bonsoir à tous, ça va bien? Bienvenue. Merci. Non, merci. Et de l'invitation pour pouvoir parler un peu sur le foot, sur de quoi le contenu du livre, merci. Et en fait, je me suis rendu compte d'abord qu'il y a un certain gauchisme, parce que, il faut dire que, on parlera plus tard sur la théologie de la libération. Donc, comme vous savez, il y a un certain gauche jacobin qui réduit la religion à l'opium. On toujours a discuté de ça. En étudiant la théologie de la libération, on s'est rendu compte que, il y a un autre aspect de la religion. C'est le même cas dans le football. Je vois que beaucoup de gauchistes réduisent le football à un phénomène d'opium. Donc, je ne sais pas si vous, mais on reproduit la thèse eurocentrique. On reproduit la pensée eurocentrique. Tu as tout à fait raison. Et d'ailleurs, moi-même ici, je ne cesse de le dire. Je ne cesse de le dire aux jeunes, là, aux jeunes. Je ne cesse de leur dire à ces jeunes, là, je ne cesse de leur dire à ces jeunes, d'accord, qu'effectivement, on ne peut pas réduire le foot à cela. Ensuite, on ne peut pas réduire le foot au spectacle, en fait. J'arrête pas de leur dire. Oui, non, donc le football, c'est comme la religion. Ça pourrait être, ça pourrait être opium, ça pourrait légitimer les pouvoirs en place, mais également, ça pourrait être une source de montrer les contradictions. Donc, d'un côté, il y avait les défis, justement, de montrer aux gauchistes, qu'il y a un autre aspect, du football méconnu, mais également, je me suis rendu compte que par rapport à la philosophie, la théorie critique, déjà, et je sais pas, il faut avoir un langage très sophistiqué, même presque cryptique. Donc, je me dis, comment est-ce qu'on pourra expliquer pour les communs des gens des notions telles que palimpseste, par exemple, chez Walter Benjamin, ou les principes espérance d'Ernest Bloch, à travers le foot, à travers du football. Et par exemple, j'essaye, en fait, c'est un ouvrage, ce sont des petits essais, tu as remarqué, 28. Plusieurs petites histoires, c'est ça qui est pratique aussi à lire, c'est qu'il y a un côté assez théorique où tu parles de la théorie critique, donc parfois il faut un peu s'accrocher, mais ce qui est positif, c'est que c'est vraiment plusieurs petites histoires qui permettent de bien comprendre le truc. Par exemple, parlons du principe espérance, une notion proposée par un des premiers marxistes qui s'est intéressé sur la religion, Ernest Bloch. Donc, Ernest Bloch a écrit 3 volumes, il a travaillé sur l'athéisme dans le christianisme. Donc, je me suis dit, comment expliquer la notion du principe espérance à travers le foot? Figurez-vous qu'à la fin des années 70, en plein dictature militaire, au Brésil, il avait une équipe qui s'appelle Corinthians de Sao Paulo. À l'époque de Socrates, c'est joueur qui avait joué en Espagne 82. Donc, la coopérative. Tout te souviens, voilà. Donc, c'est un produit avec le frère de Socrates, avec Socrates, le docteur Socrates.
Socrates. Voilà, vous savez. Le frère de Rai. Oui, les cadets, les frères cadets, oui, Rai. Et vous avez eu Socrates, le docteur, mais aussi Walter Casagrande, qui à l'époque c'était pas seulement un joueur, mais il faisait partie du Parti des travailleurs. C'est lui qui a mené Lula. C'est ça, exactement, Lula. Donc, et on parlait de lui, on disait qu'il était le syndicaliste du football, parce que voilà. Oui. Donc, on était en pleine dictature militaire. Et donc, il était nommé à la tête de cette équipe un sociologue, qu'il a dit, bon, en fait, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont nommé cette sociologue à la tête d'un club, mais il a dit, bon, en fait, non, c'est très, très marrant, parce qu'il a dit, bon, en fait, je ne sais pas. Tu es sociologue et Oui, foot. oui. Et il a dit, bon, je suis là, je ne sais rien de le foot, mais on va faire quelque chose. Tout le monde, on va décider ensemble. Et donc, ils ont innové au niveau tactique, c'est-à-dire, toute l'équipe était proposée pour les jeunes, ils votaient quel jour d'entraînement, les heures d'entraînement, et C'était un foot démocratique. oui, C'est la démocratie corinthienne. c'est la démocratie corinthienne en pleine dictature militaire. Et rappelez-vous que les dictatures en Amérique latine, c'était très sanglant. C'est pas de, voilà, comme une ZAD, en fait. Voilà, oui. ZAD. Oui, c'est ça. certaine manière. Donc, ils ont mis sur les maillots, les mots démocratie corinthienne. Et ils ont participé dans les premières élections démocratiques en 84 à peu près au Brésil, parce qu'on est sous la dictature brésilienne depuis 1964, que c'est le coup d'État au Brésil. Et donc, il organise ça, il se mobilise avec le peuple. Finalement, Socrates reçut une proposition pour venir jouer en Italie avec les Atalanta. Et bon, finalement, il arrive en Italie et il a un journaliste qui le pose un journaliste de gauche, tu vois, il pose la question. Et en fait, qu'est-ce que vous voulez faire ici en Italie? Et lui, il répond, je suis venu en Italie pour apprendre l'histoire de la classe ouvrière italienne et pour lire Gramsci dans sa propre langue. La classe, n'est-ce pas? Ça, c'est la classe. Ça, c'est la classe. Donc, j'essaie d'expliquer un peu la notion de principe espérance d'Ernest Bloch à la lumière de la démocratie corinthienne, que c'est un épisode inouï dans l'histoire du football. Et bon, voilà, comme ça, on a des autres. Mais et tu l'as dit. Ouais, vas-y. Non, parce que là, un petit peu de manière humoristique, j'avais envie de lui demander s'il avait vu la série La Fièvre. Parce que dans la série La Fièvre, justement, ils osent prendre la référence. C'est une série télévisée qui parle d'un drama dans le monde du football français avec les histoires de racisme, etc. Ouais, je sais pas si tu as entendu parler de ça, mais t'es nul. Voilà, c'est nul. Okay. On en a parlé il y a pas longtemps dans une émission et dans le club qui est, j'allais dire, qui est comment dirais-je, qui est évoqué dans la série. À un moment donné, ils veulent mettre en place un fonctionnement coopératif comme la démocratie corinthienne. Et c'est vraiment ridicule, quoi. Et c'est presque une insulte à la démocratie corinthienne qu'ils aient osé, je veux dire, utiliser cette référence. Ouais. Mais tu l'as un peu abordé là, tu parles du mépris qu'ont beaucoup les intellectuels européens par rapport au foot. Et en Amérique du Sud, c'est pas du tout pareil. Je veux dire, on prend le foot plus au sérieux. Bon, en fait, on a eu la chance d'avoir un grand écrivain qui s'appelle Eduardo Galeano, qui était déjà traduit en français. C'est il a écrit un ouvrage que je pense que tout décolonial doit lire, Les veines ouvertes de l'Amérique latine. C'est un ouvrage publié en 73, à peu près, 74. C'est vraiment où il va faire une... Je répète, veines ouvertes de l'Amérique latine. Oui, parce qu'en fait, c'est une histoire à contre-courante. Oui. Depuis en bas, depuis les indigènes, depuis les communautés afro-brésiliennes. Il va raconter l'histoire de l'Amérique latine depuis la conquista, les thèses coloniales, depuis la conquista, et tout voilà, jusqu'à... Donc, lui, il aimait beaucoup le foot. Et donc, justement, il était journaliste de gauche, il était uruguayen, il a dû s'exilier en Espagne. Donc, je pense que c'est écrit, nous, les gens de gauche en Amérique latine, on lit les textes de Galeano, on était, on dit comme ça en français, immaculé. De ce virus, voilà. D'accord. Non, qui réduit le football. Donc, je pense que dans la littérature, bon, c'est le cas en Amérique latine. En Espagne, on a eu notre écrivain, Manuel Vázquez Montalbán, aussi, qui écrivait beaucoup de foot. Je pense que justement, l'électorat hispano-américain, latino-américain, hispanophone, était immobilisé. Je ne
sais pas si... Mais ça tient aussi au statut du foot qui est quand même, Également. qui a un statut très différent en Amérique. Et ce sera intéressant de voir quel est le statut du foot comment en Amérique latine, parce Mais il y a qu'on en n'a pas la Amérique même latine, statut il y a aussi les. Alors, je vais dans pas le tiers-monde tout faire en parce général. qu'il y a aussi les pays de l'Est aussi où tu parles. Oui. Alors, c'est ça, il y a le côté lumineux du foot, il y a aussi le côté sombre. Alors, l'épisode le plus sombre, c'est Arcane. Tu fais un long truc sur Arcane sur les pays de l'Est. Oui, les paramilitaires. Voilà, qui était une figure. Alors, juste avant de parler de ça, il y avait quelqu'un qui disait le club le plus politisé en France, c'est le Red Star. Et justement, t'en parles aussi. Oui. T'en parles aussi avec Rino Della Negra. Ah, bah oui. Est-ce que tu peux présenter très brièvement qui était Rino Della Negra Je suis pas d'accord, mais bon. Bah, il était de ma ville. Moi, je peux en parler Avec aussi. le fait que ce soit Il le était de ma ville, sérieusement. Ah, le plus politisé. Rino Della Negra. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Oui, de Argenteuil. D'Argenteuil. C'est vrai, d'Argenteuil. Je connais très bien sa rue, d'ailleurs. Oui, non, en fait... Voilà. Oui, donc, en fait, j'ai voulu parce que en fait les joueurs contemporains, soit Messi, soit Ronaldinho, en fait, je pense que sont des enfants, tu vois, des enfants. Voilà, il n'y a pas vraiment des joueurs actuellement politisés comme disons Socrates. Donc, dans cette livre, j'ai écrit un peu sur la vie de Rino Della Negra. Pourquoi Rino Della Negra? D'abord, pour montrer justement qu'il a grandi, comme tu as dit tout à l'heure, à Argenteuil, qu'à l'époque c'était si vous voulez dire, un berceau d'Italiens qui avait quitté un quartier qui s'appelle Massa Grande d'ailleurs. C'est un quartier de Massa Grande d'Argenteuil. Antifasciste, non? Ils ont grandi dans cette atmosphère antifasciste. Et lui, par exemple, Rino Della Negra, qui était un joueur professionnel, il a fait partie du groupe Manoukian. Manoukian, comment on prononce ça? Un poète de gauche qui a dû résister, qui est face à la collaboration. Le chef des FTP-MOI, tout à fait, des francs-tireurs partisans, manœuvre immigrée du Parti communiste. Oui, voilà. Et donc, il en était arrêté, les fameuses affiches rouges. L'affiche rouge. Il était condamné à mort dans 22, 23 ans. Mais mon but, c'était de montrer justement les côtés partisans de certains joueurs. C'était le Rino Della Negra, mais aussi on a eu, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, aussi aux Pays-Bas ou dans des autres pays. Donc, et juste pour rebondir sur la question de l'Amérique latine, il ne faut pas oublier non plus, dans le cas par exemple d'Uruguay et d'Argentine, que les premières équipes, et ça je parle dans les chapitres sur les palimpsestes, que les premiers clubs fondés en Argentine, c'était des clubs fondés par des immigrants anarchistes, socialistes, parce que tout au début, l'idée c'était de créer des clubs de concentration populaire. Donc, tout au début, par exemple, les premiers noms de clubs, c'était Martyrs de Chicago. Déjà, le nom Martyrs de Chicago, ça dit quelque chose. Bien sûr, c'est le 1er mai. Voilà, au Martyrs de Belgrano. Donc, mais sauf qu'après, avec la professionnalisation du football dans les années 30, ça a commencé à avoir un tournant avec la professionnalisation. Justement, on va en parler. Toi, tu n'étais pas d'accord. Alors, c'était quelqu'un dans le chat qui a dit que le club le plus politisé, c'était le Red Star. C'est pas une polémique non plus gravissime. C'est à Saint-Ouen. Le Red Star, c'est le club de Saint-Ouen. Ils sont montés en Ligue 2. Non seulement ça existe, mais en plus ils montent en Ligue 2. Donc ils montent dans un championnat. Alors c'est pas grave. Ils montent dans le championnat professionnel donc de Ligue 2. Et effectivement, ils ont une tradition d'avoir un groupe ultra qui est le virage Manoukian. Voilà qui a une culture antifasciste, voilà très à gauche, etc. Et qui est vraiment super respectable, que je respecte totalement. Maintenant, c'est un groupe, je dirais autonome, qui vient supporter l'équipe, mais qui n'a pas les interactions aujourd'hui avec le club, elles sont de plus en plus limitées, malheureusement. Tu veux dire, il faut séparer les supporters et le club? C'est ça. Les supporters sont plus politisés que le club. C'est-à-dire qu'ils sont eux-mêmes, ils ont une histoire et une tradition politique, mais ils n'ont pas forcément un rôle politique dans le club. Ouais. Et peut-être qu'ils essayeraient d'en avoir un, mais pour eux, c'est devenu très très compliqué pour deux raisons, parce qu'ils sont pas très très nombreux. Et le club, il a eu pas mal de vicissitudes, et aujourd'hui, il a été racheté par des Américains, et il y a eu une sorte de cordon sanitaire. Il a été racheté par les Américains. Il y a une sorte de cordon sanitaire qui a été dressé entre ce groupe de supporters et la gestion du club. Pour moi, le club le plus politique en France, et je suis prêt à souffrir la critique, c'est l'Olympique de Marseille. Ah, parce que les supporters ont vraiment un poids de... Alors, pourtant, c'est un peu la même chose. Ça a été racheté par un Américain, etc., etc. Mais on l'a vu cette année avec l'épisode Longoria, qui a failli quitter le club avec armes et bagages, parce qu'il était
sous la menace, quoi. Alors, je dis pas, là, je suis pas dans le bien ou dans le mal. Hein. Je suis dans Il y en a pas la réalité. La menace de C'est quoi qui? les supporters sont C'est-à-dire qu'à un politiques, moment c'est ça donné, ils étaient pas satisfaits de comment fonctionnait l'équipe, le club, etc. Et ils ont fait une telle pression sur la direction du club et notamment sur le président Longoria qu'il mettait sa place sur la table. Oui, mais Ouais, mais c'est pas politique dans le sens où il porte des messages politiques. C'est pour quelle genre de question de fonctionnement? Non, mais là, C'était des questions de fonctionnement. Mais ce que je veux dire par là, il y a un autre aspect, c'est que ils ont aussi ils sont partie prenante dans la gestion, par exemple, des abonnements. Tu vois, du club. C'est-à-dire que on n'est pas dans la politique, dans la philosophie. Mais alors, politique. pourquoi c'est politique, ça? C'est politique dans le sens où ils défendent un certain modèle. Ah, tu veux dire de gestion des C'est-à-dire clubs. que si, voilà, là on est Il y a une philosophie de les supporters ont leur mot à dire, qui n'est pas les anodin. supporters ont leur mot à dire et il se trouve que notamment les South Winners qui est le plus gros groupe et qui a justement cette puissance entre guillemets politique et également un groupe qui est clairement par exemple qui apporte clairement son soutien à la cause palestinienne. Par exemple, ce qu'on ne voit pratiquement nulle part dans les stades français. Mais, en fait, ça pose aussi la question, là, je ferai une petite remarque, parce qu'il dit que c'est pas de la politique, c'est une lutte d'influence. Mais tu as un truc tout simple, c'est de dire, oui, mais les supporters de Marseille, c'est pas n'importe lesquels. Et je pourrais, déjà de Lovren, est-ce que les supporters de Marseille auraient accepté sa venue et est-ce qu'ils n'auraient pas fait pression pour que ça dégage par rapport aux supporters de Lyon? Oui, ils ont plutôt bien accueilli Dejan Lovren. Alors, je vais juste fermer la parenthèse parce que c'est aussi dans la même discussion, parce que toi, tu aimes le foot, et je pense que ça, c'est aussi une discussion intéressante, mais en même temps, tu es très critique de ce qu'est devenu le foot. Toi, tu parles du foot capital, et tu dis d'ailleurs, si comme le disait Karl Marx, la critique de la religion est en germe la critique de cette vallée de larmes, alors la critique du foot en tant que marchandise est une tâche nécessairement politique pour tous ceux qui ont un jour vibré au rythme du ballon. Donc toi, ouais, tu trouves que en fait le capitalisme et surtout la FIFA, tu tires à boulet rouge sur la FIFA, t'ont un peu dégoûté du foot, c'est ça? Bon, notre écrivain, je disais tout à l'heure, Eduardo Galeano, définissait la FIFA comme le Fonds monétaire international du football. Il disait que la FIFA, c'était le Fonds monétaire international du football. Je suis tout à fait d'accord. Oui, voilà. Donc, disons justement que, en fait, déjà, il faut faire un peu le distinguo entre les jeux, le football, c'est-à-dire ce qu'on joue dans les parcs, voilà, comme émotion, voilà. On a tous joué au foot. Voilà, c'est ça. Une autre chose, le football spectacle. Le football spectacle qui justement obéit aux lois du marché. Exactement. Les joueurs deviennent des travailleurs, des exploités, parce qu'ils sont des millionnaires. On pourra parler de la Pantera Negra, mais finalement, sont des esclaves d'une idéologie, n'est-ce pas? Bon, c'est-à-dire certaines valeurs, la compétition, certaines masculinités. Je parle là du cas de Fabiano Asprilla en Colombie, non? C'est pas, il y a certaines, voilà. De ça, on a de tout genre, tout cela. Mais en fait, ce que j'ai voulu justement montrer, c'est que le football spectacle, bien sûr, reproduit l'idéologie dominante, le racisme, la xénophobie, mais il y a certaines figures ou certaines images dialectiques qui peuvent justement montrer cet antagonisme. C'est-à-dire, même dans je parlais là sur le cas de Riyad, quand ils ont remporté la Coupe à la Ligue anglaise et il a montré le drapeau palestinien. Ah oui, tu veux dire qu'il y a des moments où il y a une rupture. Ça nous fait, oui. Mais justement, je suis assez étonné parce que dans la séquence terrible que nous traversons actuellement, je trouve que les équipes de France sont peu démonstratives concernant le conflit, alors que on a vu dans le monde entier pas mal d'équipes, bon bien sûr au Chili, mais pas uniquement. Ouais, au Chili, d'accord. Bon, bah oui, c'est normal avec toute immigration palestinienne. Mais en Algérie, mais dans des tas d'autres pays, on a vu des équipes réagir, et on a l'impression qu'en France, il y a quand même elles sont vraiment atones ces équipes, hein, elles se taisent. Il y a très peu de grands joueurs parmi les grandes figures, hein, qu'on a, je sais pas, Benzema, Zidane, etc., qui se manifestent. Comment on pourrait l'expliquer? C'est un cas particulier, la France, de ce point de vue ou... Mais t'as pas vu le traitement qui a été infligé à Youssef Attal? Mais ma Benzema. Ouais, Youssef Attal. Youssef Attal, c'était un joueur de Ligue 1. Il jouait au début de la saison, il jouait à Nice. Aujourd'hui, il joue en Turquie. C'est-à-dire qu'il a été exclu du club de Nice pour avoir partagé une story
sur Instagram. Je me permets une remarque. Et c'est quasiment, j'allais dire, sans précédent, ce qui lui est arrivé. La plupart des grands championnats européens, ils bannissent purement et simplement l'expression politique. J'ai l'impression que le max que peuvent faire les joueurs quand ils ont envie de le faire et qu'ils peuvent le faire, c'est de faire genre une déclaration publique, un tweet. On se souvient, je sais pas, quand il y a des tweets de Mbappé, ça fait l'actu pendant 4 jours, genre Mbappé a pris position sur les violences policières, Mbappé a pris position. C'est un peu comme au Marseille, des fois, c'est un peu genre, c'est tellement des grosses figures. Il va pas avoir une culture de club politisé en France, j'ai l'impression, mais il va y avoir une culture de, ils peuvent, et encore c'est des grosses figures, faire un tweet, faire un truc machin, et on va en parler 1000 ans, et c'est. Enfin, ça dit la répression, le contexte de répression, comme tu disais. Bien sûr. Ça me fait penser à quoi? C'est ça le fond du sujet. Ça me fait penser au fait que là, c'est comme des logos qui sortent un drapeau palestinien dans l'Assemblée. C'est genre un truc de ouf. Ils sortent un drapeau, un truc de ouf. C'est comme ça dans le monde du foot, un tweet, un truc de ouf. Tu vois. Justement, ça va te permettre aussi de relancer. Est-ce que tu as l'impression que, parce que tu parles aussi alors il y a une professionnalisation du foot, il y a aussi presque un côté administratif du foot où tout est calculé, des outils statistiques, et en fait, il y a plus de liberté. Je peux dire un truc, mais qui n'a rien à voir. Je trouve ça trop bien là. Comme ça, ça trop bien. C'est bien. Hein. Mais sauf l'écran, il va avoir son écran perso de l'autre côté. Je vais essayer de terminer ma question. Donc tu parles du truc statistique qui donne plus de liberté aux joueurs. Mais alors, et c'est ça qui est intéressant, plus de liberté aussi dans le jeu. Tu parles de l'exemple de Rico Helmé, qui un grand joueur fantastique, mais qui n'était plus adapté à l'époque parce qu'on voulait plus de ce numéro 10. Il y avait des côtés le numéro 10 à l'ancienne. Voilà, à l'ancienne. Et il y a aussi il y a plus de possibilités, il y a tout un contrôle qui est fait pour plus avoir de possibilités de joueurs comme, malgré toutes les critiques qu'on pourrait avoir sur le côté politique, mais Maradona. Qui arrivait à casser, autant le professionnalisme au niveau des entraînements, je viens quand je veux, mais aussi au côté politique. L'extraordinaire Maradona, Jorge González, qui était un grand joueur de Calice, voilà, et donc j'ai l'impression que pour toi c'est plus possible d'avoir ces figures-là actuellement. Bon, il faut pas oublier, comme disait Marx déjà dans les manifestes du Parti communiste, que malheureusement toute la vie tombe dans l'eau glaciale du calcul capitaliste. Oui. C'est cette phrase Marx, non? Tout devient marchandise dans le capitalisme. L'érotisme, le football, tout devient, le cinéma. Donc, je pense que, bien sûr, on est dans l'état néolibéral, c'est-à-dire les stades les plus impérialiste du capitalisme, le plus sauvage du capitalisme, où justement tout devient calculé. Pourquoi? Parce qu'on essaie toujours de regarder ou de trouver la plus-value, n'est-ce pas? L'accumulation de la plus-value. Et donc, les statistiques comme une valeur de la modernité, qu'est-ce qu'on regarde par exemple, maintenant, les jeunes malades aux Jeux Olympiques? Qui va, comme on dit en français, qui va battre le record, rompre le record? Battre le record. On me le dit souvent. Voilà, battre le record. On est toujours dans cette idée par statistique, vous parlez de quoi? De statistique, de nombre de buts, etc. Mais tout est calculé dans le foot maintenant. Tout est mesuré. J'ai mis là les expected goals. J'ai employé le cas de figure de Barcelone, qui a même une équipe d'ingénieurs qui calculent, c'est-à-dire dans l'entraînement, il y a des gens comme cela. Les data maintenant, pour voir c'est classique. Que c'était la meilleure. Les data scientists, ils ont tous des capteurs maintenant quand ils jouent, quand ils s'entraînent. Ils ont un capteur et qui donne en temps réel tout un tas de statistiques. Des fois, il y a des réglages qui peuvent être faits en temps réel, c'est-à-dire pendant le match. Toi, tu cours pas assez, toi, tu cours trop. Il y a un appareil qui peut mesurer la santé du joueur. C'est-à-dire, on regarde, on voit, lui, peut-être que d'ici 2 ans, pour l'élasticité de son corps, il va, et donc, il va coûter moins cher. C'est vraiment la folie. Et tout, c'est pas pour le spectacle, vraiment. La réplication, la marchandisation totale. Tu l'as dit tout à l'heure. C'est la notion de George Lucas, la réplication. C'est ça. Je regardais un débat et il parlait justement de Mbappé, donc il a été élu meilleur joueur de l'année, alors que pour beaucoup de gens, justement par rapport à ce que disait le monsieur, c'est que par rapport à le camarade, en France, en France, par rapport à beaucoup d'aspects, il y a beaucoup de gens qui disent non, c'est plutôt lui justement par rapport à la beauté du jeu, par rapport à l'engagement, etc. Et les gens disent non, lui il est meilleur parce qu'il a marqué plus de buts.
D'accord, Ouais. je vois. Mbappé. Et en gros, ça clôt le débat, quoi. Pour répondre, je pense qu'on est vraiment... Alors un peu plus près du micro. Pardon. Ouais. Donc, pour te répondre, je crois que dans l'essor du système économique, la dictature du marché, je pense que malheureusement, non. Je pense que le football, mais pas seulement le football, toutes les activités autour du football, même on parle maintenant du football féminin, ne sais pas. Bien sûr que les femmes gagnent moins. Mais même ça, il y a les capitalistes ont trouvé même une niche de reproduction parce que même une niche t'expliques que en fait la mise en avant du football féminin c'est pas tant pour le féminisme mais c'est juste il y a une autre part de marché quoi. Il y a 50% de la population. Sauf que ça marche pas du tout. Hein. Sauf que ça marche pas du tout. Il y a une sorte de, je vais pas dire, non, mais une hype totale, c'est-à-dire que, mais non, mais c'est que à un moment donné, tu ne peux pas forcer quelque chose. Si il y a un véritable, mais il y a un public pour toi, non? Bah, disons qu'il y a tout un environnement qui est créé pour, j'allais dire, pour avoir une sensation de, oui, du football comme le football masculin avec la Ligue des Champions, plus petit, etc. Quoi, mais c'est normal. Mais il y a un effet de nouveauté qui a eu lieu il y a une dizaine d'années à peu près, et là. Moi, je suis de près le football en général. Là, c'est en train de chuter, à part dans quelques pays. Ouais, aux États-Unis où c'est vraiment. Mais c'est maintenu sous perfusion parce que en fait, les moyens financiers du football féminin. Là, il y a de l'argent, là, il y a une économie. Les moyens financiers du football féminin proviennent du football masculin. Oui, mais la question c'est justement que quelquefois on tombe dans la piège qu'on pense qu'il y a une démocratisation du genre du football, mais c'est pas vrai. Ce qu'on voit, c'est que les capitalistes créent un nouveau niche. C'est un nouveau produit. Je pense que la Coupe du Monde de féminine de 2018-2017 a eu lieu ici en France. Ouais, 2019. Donc, ça devient rentable aussi. Ça crée une niche. Donc voilà, j'essayais aussi de parler de ça. Et il y avait aussi un dernier point que je voulais parler avec toi, c'est la question des supporters. Tu réhabilites aussi un peu la figure des hooligans. Tu montres que c'est le reflet aussi de la société. C'est-à-dire que les hooligans, on les a juste présentés comme des violents, comme la violence dans le sport anglais. La bagarre. Voilà, la bagarre. Mais pour toi, tu rappelles que qui sont les hooligans? C'est la classe ouvrière des années 70 qui est complètement en souffrance, qui est perdue et qui... Le seul bonheur qu'elle a, c'est un peu le foot, quoi. De un côté, c'est là, et de l'autre côté, qu'il ne faut pas oublier que c'est l'époque du thatcherisme. Il est thatcheriste, le but du thatcherisme, parce que j'essayais de montrer à partir des notions de Stuart Hall, de l'idéologie, tout cela, qu'en fait, Margaret Thatcher, d'abord, a dû créer la notion de l'ouvrier comme criminel, comme un bête. C'est les années 80, voilà, le néolibéralisme. C'est le néolibéralisme, c'est après Pinochet en Chili. Donc l'idée, justement, c'est de criminaliser les pauvres, criminaliser l'ouvrier. Et comme en Angleterre, le football, c'est des classes populaires, bien évidemment, les hooligans, on dit comme ça en français, les hooligans, les ultras aussi. Les ultras, qui étaient finalement... Il y a quelqu'un qui dit que c'est pas pareil. Pardon, excusez-moi. Les ultras et les hooligans, non, c'est pas pareil, mais c'est les. On va dire. C'est plus péjoratif. Tu vas parler de ceux qui font la bagarre. Du supporterisme, quoi. Ouais. Donc, ils nous montraient justement que parce que finalement, les hooligans sont de la jeunesse de la classe ouvrière. Donc, ils devraient nous montrer justement, oui, non, l'ouvrier est criminel, mais ils n'ont pas dit justement que toute cette jeunesse sans emploi, c'était le résultat de la politique de privatisation de l'Angleterre, qui souffre la France, qui va suivre après toute l'Europe, n'est-ce pas? Donc, d'abord, il faut criminaliser la jeunesse, je ne sais pas, les immigrants, les latino-américains, les musulmans, non? Pour après, justement, devenir la répression. Donc, voilà, j'ai essayé de montrer, bien sûr, le contexte, mais comment c'était aussi reproduit une idéologie. Ouais, et tu nous dis que les ultras, ça peut être autant des figures ça peut être autant une niche pour la révolution, pour une contre-société. Tu prends aussi l'exemple de, les slogans qu'il y avait eu, je sais plus si c'était au Maroc ou en Algérie. Ah, mais le club du Raja. Ouais, voilà. Le Raja Casablanca, très pro-palestinien. Mais autant aussi de forces réactionnaires. Et là, il y a l'exemple de Arkan qui a maté. C'est en Bulgarie, non? Je ne sais plus. C'est en l'ex-Yougoslavie. Voilà, l'ex-Yougoslavie. Donc, tu essayes de montrer qu'il y a un aspect quand même politique là-dedans. Mais est-ce que pour toi, est-ce que tu penses que ça peut être, notamment en France, un espace qu'on devrait, que les gauches devraient investir ou s'intéresser pour voir comme des espaces d'expression politique?
Bien sûr, moi j'ai suivi un peu le cas au Brésil parce que rappelez-vous que par exemple Jair Bolsonaro, la droite fasciste au Brésil, soutenait d'abord les maillots brésiliens, vous vous rappelez, non? Mais aussi les Palmeiras. Donc, parce que ça, c'est un club de São Paulo, Palmeiras. Palmeiras, c'est Bolsonaro, c'est ça, c'est pro-Bolsonaro. Il portait les deux maillots. Le maillot de la Seleção et il portait le Palmeiras. D'accord. Et donc, bien sûr que parce que les Palmeiras c'était une équipe fondée par des immigrants italiens, où il avait pas mal de fascistes. Mais on a oublié, on a oublié aussi dans l'histoire qu'il avait bien évidemment aussi des exilés antifascistes. Et par exemple, les Palmeiras c'était une des premières équipes au Brésil qui a joué avec des gens afro-brésiliens. Parce que cette idée de la démocratie la démocratie raciale brésilienne, c'est un mensonge. Tout au début, dans les années 30, il n'y avait pas de joueurs de couleur dans l'équipe brésilienne. Parce que donc voilà. Même Pelé, ça a été un des premiers joueurs connus. Et Garrincha, voilà, Pelé, les premiers, voilà. Et j'avais cru comprendre que même dans le jeu au foot, entre le dribble et les passes, il y avait eu un moment où au départ, on devait dribbler tous les joueurs, c'est ça, hein? Et là, est-ce qu'en fait... Et il y a un moment où on a joué beaucoup plus avec des passes. J'ai vu un film récemment sur l'histoire du foot où cela a été raconté au départ. Le joueur devait dribbler tous les joueurs qui arrivaient à lui. D'accord. Et il y a un moment où on va faire des jeux avec beaucoup plus de passes. Il y a des styles de jeu différents selon les clubs aussi. Mais dans l'histoire, c'est marqué. C'est qu'au départ, la façon dont le foot a été initié, c'était une sorte d'affrontement. Mais vous savez pourquoi? Non, parce qu'en fait, parce qu'au Brésil, avec la société raciste qu'on a en Amérique latine, en fait, quand jouaient les Noirs contre les Blancs, et quand les Blancs taclaient, non, comment on dit? Taclaient les Noirs, les arbitres ne marquaient pas la faute. C'est ça. Donc, les Noirs, on dribbler parce qu'il savait que c'est une des racines du dribble. Mais pour revenir à cette histoire, c'est marrant, c'est histoire. Pour revenir à cette histoire au Brésil, alors un peu plus proche du micro, Louis. Pour revenir à l'histoire, pour finir, au Brésil, ce qu'on a eu dans les dernières élections, il y a quelques années, à nouveau entre Lula et Bolsonaro, c'est qu'on a vu aussi des supporters de différentes équipes et qui se disaient supporters de gauche. Et tu trouvais des supporters du Corinthians, du Sao Paulo, du Flamengo, tu vois, c'est comme ici, si on fera une sorte de front commun entre les OM ou les PSG, je ne sais pas, mais de gauche, parce que finalement le football, même si c'est un spectacle, dans le cas de l'Amérique latine, c'est un spectacle très cher, c'est-à-dire on est devenu des supporters des consommateurs, n'est-ce pas? Ah oui. Même aller à l'estade, c'est cher. Et ça, c'est une autre... Les maillots de foot. Voilà. Même les abonnements en télévision. C'est ça qu'on peut voir même un résultat du thatcherisme. Regardez qui vont maintenant au stade en Angleterre. Il y a eu un grand remplacement. Il y a eu un grand remplacement des publics. C'est cher. C'est-à-dire avant les affaires, on va dire qu'il y a eu en Angleterre, que ce soit le hooliganisme, mais aussi à cause du hooliganisme, les drames comme le drame du Hesel en 1984, si je me trompe pas. Oui. Et aussi un Hillsborough, un autre stade où il y avait eu beaucoup de morts, mais bon, c'était différent, c'était aussi dû à la vétusté, etc. Bon, bref. Ça a marqué vraiment un tournant et où justement les clubs sont rentrés vraiment beaucoup plus dans l'économie de marché, ont éradiqué complètement les classes populaires pour les remplacer par des classes moyennes supérieures et classes supérieures. Et du coup, pour pouvoir vendre les places beaucoup plus chères. Et du coup, ça a créé tout un emballement de l'économie du football, dont, par exemple, le Paris Saint-Germain est un exemple en France, parce que justement, ils ont complètement adhéré à cette approche. Moi, je sais que, par exemple, quand j'étais gamin, j'allais très souvent au Parc des Princes. Aujourd'hui, non seulement je n'ai pas les moyens d'y aller, mais en plus, je n'ai pas envie d'y aller, parce que quand j'y vais, il y a soit des touristes, excuse-moi, il n'y a rien de personnel, mais des touristes sud-américains. Mais non, parce que j'allais dire touriste. Mais non, mais attends, mais laisse-moi finir ma phrase. Parce que j'allais dire laisse-moi finir, parce que j'allais dire touristes sud-américains. Voilà, c'est pour le sud-américain qui venaient par rapport à Neymar, tout ça, Messi, ou des ultra bobos parisiens qui payent les places
a pas de prix. Et du coup, ça a aussi un impact sur le type d'atmosphère qu'il y a dans le stade. Et ça, pour des mecs comme moi, où moi justement, j'étais proche du COP d'Auteuil, etc., franchement, ça me dégoûte, en fait. Va Geoffroy Guichard. Mais si je pouvais. Non, parce que c'est ce qu'on n'arrête pas de répéter. Match incroyable. Et les supporters, le match aller. Bravo les Verts. On n'arrête pas de répéter aux gens. Sachez que même si vous aimez pas le foot, le stade c'est autre chose. Si un jour tu veux me faire un cadeau, il n'y a pas le match. Il y a des supporters, ils viennent pour l'ambiance. Oui, ça, si un jour tu veux me faire un cadeau, tu m'emmènes à Geoffroy Guichard voir un match sur un. Non mais vraiment. Vas-y, si Dieu veut, on fait Saint-Étienne et Lyon. C'est bon. C'est bon. Les supporters qui viennent pour l'ambiance, c'est moi. Mes premiers matchs de foot que j'ai fait en stade, c'était vraiment genre je venais, j'y connaissais rien, mais l'ambiance c'était trop bien. Mon meilleur moment, c'était le grec pendant la mi-temps. On a mangé un grec pendant la mi-temps. T'as été voir quoi comme match? Mais le meilleur grec de ma vie, c'était trop bien. C'était France-Suisse, je crois. Ah, mais en plus, en France-Suisse, il faut le faire. Au Stade de France ou au Parc des Princes? Au Stade de France. On t'amènera à Geoffroy Guichard, tu verras ce que c'est une ambiance. T'as que le foot, de toute façon, à Saint-Étienne, donc tu t'investis. Je vais te poser une dernière petite question. Dans une ville comme Saint-Étienne, qu'est-ce qu'on va s'emmerder? Une dernière petite question, et après, il y a l'émission on va enchaîner tout de suite. Donc, critique du football, spectacle et tout. Est-ce que quand même, on a le droit de regarder ces matchs de foot? Non, bien sûr, bien sûr. Ça va. Non, bien sûr. Est-ce que toi, tu regardes le foot déjà? Non, c'est-à-dire, on peut me poser la question pourquoi traiter le football à partir de la théorie critique et pourquoi pas traiter le cinéma? Parce qu'avec la théorie critique, ou alors le rap aussi. Oui, ou c'est pour toi surtout. Parce que c'est le même problème que pour le foot. Oui, voilà. Le spectacle. Oui. Aussi. Et je pense il y a cette camarade Bettina Gio, d'origine argentine, qui a travaillé sur le rap aussi. Donc, il montre justement c'est pas homologue ou monolithique. J'ai une question. C'est pas homogène, oui. Qu'est-ce que tu pensais de l'appel à boycotter la Coupe du Monde du Qatar? Parce que nous, on en avait beaucoup parlé à l'époque, je me rappelle. C'est très marrant. Boycott ou pas boycott? Moi, j'ai plutôt, j'ai tendance à pas boycotter seulement de Qatar, mais tous les Coupes du Monde. Ah d'accord, ok. Là, on est d'accord. Alors là, on est d'accord. Tous. Et en fait, c'est très marrant parce que, pardon? À les boycotter. Oui, même les Jeux Olympiques et tous les Jeux Olympiques. Mais, en fait, c'est très marrant de l'histoire parce que l'édition en espagnol, on a fait la présentation les mêmes jours que jouait le Mexique contre l'Argentine de Messi. Tu es mexicain, toi? Pardon? Tu es mexicain? Oui, bien sûr, c'est mexicain. C'est ça. Oui. Donc, on a dit qu'on voudrait présenter le livre, c'est-à-dire montrer notre position politique. Et donc, on a présenté le livre à la même heure du match entre l'Argentine et le Mexique. Ouais. Donc, oui. Ouais. Je pense qu'il faut, oui. Moi, j'ai une question qui n'a rien à voir. Et c'est exprès. Attends, mais Youssef Oui, mais il... Oh, bah oui, mais il demande la parole. Notre invité n'est pas terminé. Bah si. Mais non. Samir. J'ai une question, c'est qu'il y a eu un événement électoral qui a eu lieu au Mexique. Donc, hier. Voilà, hier, c'est une nouvelle présidente. Oui, c'est ça. Claudia Sheinbaum. Voilà, et justement, par rapport à ça, voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire? Parce que nous, forcément. Non, mais d'accord. C'est pas grave, on peut aussi. Oui, juste un peu. En fait, il y a un Mexicain qui est là, autant en profiter. C'est ça. Peut-être qu'il a peut-être une connaissance du sujet. Il va te parler des courses de taureaux au Mexique bientôt. Non, mais si tu as un avis sur la nouvelle présidente. Bon, il faut dire que moi, personnellement, depuis 2006, je suis le mouvement zapatiste, l'armée zapatiste, que pour nous, c'est vraiment le mouvement décolonial, anticolonial de gauche en bas au Mexique. C'est notre référent politico-éthique. Et depuis 2006, ils n'ont pas voulu participer et même soutenir aucun candidat. Malheureusement, c'est qu'on a au Mexique, il n'y a pas de frontière entre gauche et droite. Il n'y a pas. Voilà. Mais bien sûr, on peut choisir entre les pires et les moins pires, sans faire référence au... Mais je pense que... mais dans le cas mexicain... Bien sûr qu'on avait Bon, en fait, il avait 3 candidats. Il avait Maïnez des gens d'entreprise qui, bon, il a remporté, je ne sais pas, moins de 1%, c'était rien lui. Et il avait la candidate de droit, qui avait joué, c'est très intéressant parce qu'elle avait joué
avec la casquette d'indigène. Xochitl Galvez. Elle s'est présentée comme indigène. Mais en fait, c'est très paradoxal parce qu'elle avait collaboré avec Vicente Fox, le premier candidat de droite. C'est lui qui avait travaillé les travailleurs de la Coca-Cola, vous vous rappelez? Donc, c'était une femme qui avait joué avec cette casquette d'indigène, mais des indigènes, bon, seulement la tête comme moi, mais son habitus, c'est de la droite. On dit une vendue en français. Oui. Et on avait, il sait qu'elle a gagné, c'est de Morena, de l'ancien président López Obrador, Claudia Sheinbaum, qui a un autre profil. Il était ancienne maire de Mexico. Ancienne maire de Mexico, et universitaire. Je pense que docteur en chimie. Donc voilà. Mais voilà, je pense que ce qu'on va voir, ça sera la continuité un peu du régime de López Obrador. On va voir si, ça sera intéressant de voir si plus à gauche ou plus modéré. Ouais. Mais voilà, Voilà. On va arrêter là, je suis désolé Youssef parce qu'on a une émission, on est déjà très en retard, ils nous attendent en bas. On va terminer là pour ce livre. Donc je rappelle, Illusion du ballon, football et théorie critique aux éditions L'Harmattan. Merci beaucoup Louis, on se retrouve. On fait juste une pause. L'équipe technique, si on fait juste moins de 10 minutes, ça vous va? Parce que là, il y a tout le monde, ils sont en retard et comme ça on peut finir le plus tôt. Merci tout le monde, merci. C'était cool, hein? Trop bien. J'ai trop aimé, franchement.